suis ravi d'être là avec vous. On dirait pas, mais je vais vous présenter l'éco-conception web au service de votre solution. Donc tout d'abord, qui suis-je? Je suis Jean-Philippe K, je suis développeur depuis 5 ans. Je suis Tech Lead au sein de l'agence PicBeam, une agence spécialisée sur la Jamstack. On fait des sites internet, du e-commerce et des applications web sur mesure. Donc qu'est-ce que l'éco-conception? Le but de l'éco-conception, c'est de prendre en compte l'empreinte carbone de votre solution. Donc, on essaie de prendre en compte durant la conception et la réalisation de votre application ou de votre site internet ou e-commerce. Donc, pourquoi faire de l'éco-conception? The Shift Project a montré que la part du numérique, donc pas seulement les sites web, mais les data centers et tout, émet 4% des gaz à effet de serre mondial. Et si on n'essaie pas de changer notre comportement, on pourrait en 2025 passer à 8%. Et dans un scénario plus sobre, on pourrait essayer de casser la courbe et atteindre 5%. Donc il est important de réagir, je pense, dès aujourd'hui et de prendre en compte ces réflexions-là. Aujourd'hui, il y a un peu moins de 2 milliards de sites actifs. Donc, en tout cas, Google recense plus de 2 milliards de sites sur la recherche. Et un autre nombre, 800 000 sites sont créés par jour. Donc, le choix du type de site que vous allez créer peut avoir un impact fort. Oh. Désolé. Alors, en moyenne, une page consultée émet 4,6 grammes de CO2. Sur 10 000 vues, il faudrait planter 26 arbres sur une année pour compenser. Est-ce que ça marche? Non, bon, on va faire comme ça. Si, pardon. Donc, sur une page de site éco-conçu, donc là, j'ai fait un audit sur un des sites que nous avons fait. On émet 0,13 grammes de CO2. Pour 10 000 vues, il faudrait un arbre. Après, tout dépend de ce que votre site affiche. Donc, plus il y aura de médias et plus il émettra de CO2. Mais on peut voir qu'on peut drastiquement réduire notre impact écologique. Donc, la philosophie de l'éco-conception, c'est tiré de l'ADME, le ministère de la Transition écologique, se base sur 3 axes. Un site léger, donc on essaie de réduire au maximum les fichiers, donc les fichiers de code du site. On essaie de compresser les images, d'adapter les images au bon device, au bon matériel, que ce soit sur mobile ou bureautique. Le but étant d'essayer de limiter l'obsolescence programmée, d'augmenter la durée de vie du matériel. L'accessibilité, donc que le site soit utilisable par tous les utilisateurs, quelle que soit leur déficience. Et le RGPD, donc la protection des données personnelles. Également, on souhaite que le site soit utile et évolutif, qu'il soit facilement maintenable et puisse évoluer facilement, de façon pérenne. Donc, est-ce qu'on peut faire de l'éco-conception tout en ayant une solution de qualité? Parce que, bien sûr, aujourd'hui, le site internet, notre site e-commerce nous permet de faire vivre notre business, mais est-ce que faire de l'éco-conception peut réduire la qualité de notre solution? C'est ce qu'on va essayer de voir et d'y répondre. Donc, pour moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est possible de faire de l'éco-conception et avoir une solution performante et utilisable. Alors, pour un site web éco-conçu, il y a plusieurs axes, mais j'ai souhaité m'arrêter sur 3 axes importants. Optimiser les ressources, limiter les transferts de données et travailler sur la lisibilité du contenu. Donc, optimiser les ressources, c'est
Par exemple, optimiser les médias. Donc, j'ai dit, peut-être que je ne l'ai pas dit, sur les sites internet, on utilise énormément de photos, de vidéos, et il est important d'adapter les images au bon format. Et aussi de penser à les compresser, à utiliser un CDN, que j'expliquerai plus tard ce que c'est, et, pardon, et du coup aussi minifier le code. Donc minifier le code, c'est un processus pour remplacer les noms de variables en lettres pour réduire en fait le nombre de caractères et de lignes de code. On essaye de vraiment réduire au maximum les lignes de code pour que le fichier soit le plus léger possible. Également, on essaye d'avoir une approche mobile first, c'est-à-dire qu'on essaye de se focaliser sur les informations importantes, les fonctionnalités qui seront vraiment pertinentes à l'utilisateur. Donc, sur un mobile, vu que l'écran est plus petit, on a tendance à se focaliser plus sur les informations importantes à afficher. Et lorsqu'on bascule sur un affichage de bureau, d'une application bureautique, c'est beaucoup plus simple de retravailler l'interface. En tout cas, il y a tout un travail en amont qui vous permet d'optimiser les ressources et de réfléchir comment afficher sur un mobile. Donc, en optimisant les ressources, vous aurez un chargement plus rapide, un SEO optimisé. Ça ne fait pas tout, mais déjà d'avoir un site qui est rapide, qui interagit rapidement avec l'utilisateur, est important. C'est pris en compte en tout cas dans les notes du SEO. Et ça réduit le taux de rebond. On sait qu'un utilisateur qui se connecte à un site internet, s'il ne voit pas l'information au bout de 3 secondes, même je dirais 2 secondes, il quitte directement votre site. Donc le fait de charger rapidement en tout cas vos images, les informations, lui permet de continuer à naviguer sur votre site et réduire le taux de rebond. OK. Donc limiter les transferts de données. Il faut penser à limiter le nombre de domaines. À chaque nouveau domaine, l'application va valider le domaine pour récupérer des informations. Donc il y a une requête de validation. Et potentiellement, si vous cumulez les domaines, il doit attendre que tous les domaines soient validés pour finalement charger le site. Limiter les requêtes HTTP, ça a un coût. Et penser à mettre en cache les informations, que ce soit applicatif, serveur ou utiliser un CDN qui va vous permettre en fait, d'éviter de faire des recalculs côté serveur, par exemple, ou de refaire une requête si vous avez déjà l'information. Donc en limitant les transferts de données, vous serez déjà moins énergivore, car il y aura moins de calculs déjà côté applicatif, mais également côté serveur. Et donc le coût de maintenance de votre serveur, étant donné que la bande passante sera moins utilisée, vous pourrez du coup prendre un serveur entre guillemets moins performant. Et également, on chargera plus rapidement, vu qu'il y a moins de process à exécuter, votre site apparaîtra plus rapidement. La lisibilité de contenu, donc l'accessibilité, qui est l'affichage au niveau pour n'importe quelle personne, quel que soit son handicap. Retravailler les fonctionnalités, essayer de garder seulement les fonctionnalités utiles. Ça peut être aussi travailler sur un cycle de vie de vos contenus, donc supprimer des contenus qui sont trop anciens, libérer de l'espace. Utiliser surtout les bonnes balises HTML. Ça va aussi avec l'accessibilité. Quand c'est une liste, c'est bien utiliser des tags UL, LI. Utiliser les tags H1, title, et également les méta-descriptions qui permettront à vos utilisateurs, lorsqu'ils font une recherche de Google, de trouver les informations pertinentes. Donc c'est important d'utiliser les bonnes balises HTML. Donc en faisant tout ça, vous améliorerez l'UX, donc l'expérience utilisateur. Vous aurez potentiellement moins de code en réduisant votre scope de fonctionnalité et vous afficherez des informations pertinentes à votre utilisateur.
Alors, je vous ai dit, pour moi, Google, enfin en tout cas, c'est compatible de faire de l'éco-conception et avoir un site performant. Là, c'est un audit utilisé avec Lighthouse, un plugin que vous trouverez sur Chrome ou tous les navigateurs basés sur Chromium. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on se rapproche beaucoup des 100, donc en performance, accessibilité, bonne pratique, SEO. Et donc, voilà, ce résultat peut démontrer qu'il est possible d'avoir un site performant et éco-conçu. Une petite parenthèse pour la PWA, qui veut dire Progressive Web App, qui permet de transformer en fait votre site internet en application mobile. En fait, je pense que c'est une très bonne solution écologique. C'est une bonne solution écologique, car la PWA permet de stocker des données sur votre téléphone et donc de mettre plus facilement en cache, par exemple, les fonds, des images. Et lorsqu'il va se connecter sur Internet, il va juste récupérer les informations qu'il a besoin, les nouvelles informations. Également, vous pouvez accéder au site de façon hors ligne. Si vous n'avez pas beaucoup de connexion, vous pourrez naviguer comme une application native sur votre solution ou votre site Internet. Alors, j'ai parlé du pourquoi on faisait l'éco-conception, que c'était possible d'avoir un site performant, mais quels sont les outils au final pour nos solutions éco-responsables? Donc il y a plusieurs actes de travail que j'aurais pu montrer. Une méthodologie pour retravailler les fonctions, par exemple, travailler le CSS, avoir une architecture plus modulaire, mettre en place du cache côté serveur, etc. Mais je souhaite m'attarder plutôt et vous expliquer surtout sur deux axes sur lesquels vous pouvez travailler, je pense, juste après la présentation, ou en tout cas vous poser la question de l'utilité. Donc, le site statique et les médias. Donc, on a vu que les sites statiques, on a presque 2 milliards de sites actifs et 800 000 sont créés par jour. On a deux types de sites, les sites statiques et les sites dynamiques. Après, on peut aussi faire des sites hybrides, mais je vais rester sur la comparaison d'un site statique et dynamique pour mieux comprendre leurs différences. Alors, qu'est-ce qu'un site dynamique? Un utilisateur, lorsqu'il va se connecter à votre site Internet, va faire une requête au serveur qui, lui, va récupérer le fichier source qui va venir créer votre page. Donc, il va récupérer du contenu dans votre base de données, le construire avec soit du templating, avec n'importe quel langage, et renvoyer le fichier construit à votre site Internet. Un deuxième utilisateur arrive sur votre site, le même process s'effectue à chaque fois. Donc sur un site statique, qu'est-ce qui se passe? La personne se connecte, fait une requête au serveur et le serveur lui répond. Tout simplement. En fait, il n'y a pas de calcul à faire comme on a vu précédemment dans un site dynamique. Alors, comment ça marche? Parce que bien sûr, avant, on pouvait faire des fichiers statiques. Dans un premier temps, on faisait des fichiers statiques à la main, mais si on a un site internet avec beaucoup de pages, une centaine de pages, c'est très compliqué de pouvoir le gérer. Donc aujourd'hui, dans une architecture plutôt moderne, je dirais, ça a commencé à apparaître en 2016. On a des générateurs statiques générateurs de sites statiques. Qu'est-ce qu'il fait? Il récupère votre contenu, du templating, donc pour formater l'affichage de votre site, et il va héberger les sites statiques qui ont été construits sur
Bon, souvent, c'est couplé avec un CDN. Donc, je vous ai dit que j'allais vous expliquer ce que c'est. Mais les sites statiques vont être hébergés et être rendus à l'utilisateur final. Et donc, on revient au schéma juste avant. Donc, l'utilisateur, après, va venir sur votre site récupérer les informations à travers votre CDN. Donc, là, pour rentrer un peu plus concret, un exemple plus concret avec des outils. Souvent, on appelle, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder la Jamstack, qui est une architecture avec des générateurs de sites statiques. Donc, vous avez votre CMS, donc un gestionnaire de contenu, peut être comme un WordPress, pour ceux qui connaissent. Vous en avez d'autres, Storyblocks, Strapi, qui est une entreprise française, Contentful, Sanity, Forestry, Prismic, bon, il y en a énormément. Tout ça va permettre de gérer votre contenu, créer ce que vous avez besoin. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est souvent c'est des TMS headless. Ça veut dire que vous gérez le contenu, mais vous n'allez pas gérer l'affichage. L'outil ne gère pas l'affichage, il ne gère pas la tête. Le site de votre solution de site statique, de générateur de site statique, va récupérer le contenu, donc soit à travers une API, soit GraphQL, ou si vous souhaitez, vous pouvez même à travers des fichiers JSON ou Markdown, c'est possible. Il va faire comme le process juste avant, récupérer d'informations et déployer sur votre plateforme. Donc, comme générateur de sites statiques, parmi les plus connus, il y en a beaucoup d'autres. Il y a Next.js, Gatsby, Nuxt.js, Hugo, Elementy, Jekyll. En CDN, alors, je vous ai souvent parlé de CDN, mais je ne vous ai pas dit à quoi ça servait. Donc le CDN permet de garder en cache votre site et de distribuer géographiquement votre contenu. Au final, ce qui va se passer, c'est qu'un utilisateur va récupérer le contenu sur le serveur le plus près de lui. Mais s'il n'y avait pas de CDN, qu'est-ce qui se passerait? Pour mieux comprendre l'utilité du CDN, si la personne est en Amérique et le serveur est en Asie, comme un vol d'avion, il va venir chercher l'information, sauf qu'il ne peut pas aller directement chercher l'information. Il va devoir passer par plusieurs relais pour récupérer l'information et repasser. Alors qu'avec un CDN, lorsque vous poussez l'image, la personne a juste à récupérer le contenu au plus près. Et donc, ne pas solliciter tous les points relais pour récupérer l'information. Et donc, consommer moins d'électricité, moins de bandes passantes sur les différents serveurs mondiaux. Donc, parmi les plus connus, que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez, Netlify, Vercel, Cloudflare, AWS, Azure, Akamai, ou sinon GCP, Google Cloud Platform. Hop. Donc, quel est le bénéfice d'un site statique? Donc, déjà, le coût en ressources. Peut-être que je ne l'ai pas bien expliqué, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un serveur web pour avoir un site statique. En tout cas, si vous avez un serveur web, il sera beaucoup moins sollicité, puisqu'il sera sollicité qu'au moment du build, c'est-à-dire à la construction de vos pages. Et donc, vous pouvez avoir un serveur, on va dire, peu performant, en tout cas, qui sera moins gourmand en ressources, en bande passante, avec un petit CPU. Et également les performances, couplées avec un CDN, vous avez l'information plus rapidement parce que déjà la distance entre l'information et l'utilisateur est réduite. Il y a beaucoup, c'est mis en cache et donc c'est optimisé. Et donc qui dit performant, un site performant dit SEO optimisé. La sécurité, donc votre serveur n'est pas en direct avec votre utilisateur, il y a le CDN qui sera en face. Et le CDN vous permet
de vous protéger des attaques, notamment des DDoS, qui permet en fait, en cas de surcharge d'appels, donc une attaque DDoS, permet en fait, de répartir les charges sur les autres CDN. Également, vu que c'est un site statique, il y a très peu de scripts et donc peu de facilité d'injecter du code et de mettre à profit les scripts qui pourraient être sur vos fichiers. Donc, on réduit énormément les vecteurs d'attaque. Également, la scalabilité, j'ai dit que le CDN répartissait les charges. Donc, si jamais vous avez une pique, du jour au lendemain, vous avez 5000 personnes, les plateformes d'hébergement savent bien gérer les montées en charge et va répartir sur tous les CDN qu'ils ont pour répondre à la demande. Si vous n'avez pas de CDN, eh bien, votre serveur va monter en charge. Si vous n'avez pas assez de bande passante, il va tomber et malheureusement, il faudra essayer de relancer, mais vos utilisateurs ne pourront plus se connecter à votre site. Les médias. Alors, c'est la moyenne des images, en tout cas, c'est 44%. 44% du poids d'une page web. Ce qui est énorme. Donc, je pense que si vous pouvez vraiment, si votre site ralentit, vous pouvez commencer à regarder si vos médias sont bien optimisés. Donc, manuellement, si vous voulez le faire. Comment optimiser les images? Donc déjà, adapter les images aux écrans, donc en fonction de si c'est mobile ou non. Privilégier le format vectoriel en SVG, quand c'est possible. Compresser les images. Charger les images à la navigation de l'utilisateur et pas lorsqu'il se connecte à votre site. Ça évitera de faire beaucoup de requêtes et de ralentir le temps d'interaction avec votre site également. Et utiliser un CDN. Donc, j'ai dit que de façon manuelle, vous pouvez faire ça. Pardon. Et je vous ai parlé aussi de format d'image. Un exemple un peu plus concret. Donc, pourquoi utiliser plutôt un format vectoriel et non matriciel? Donc, souvent, on peut parler sur une image qui est celui-là, 298 pixels par 198. Non compressé, il fait 118 kilooctets. Souvent, on retrouve plutôt des fichiers en JPEG ou PNG. Et on peut voir que cette image, vectorisée, ne fait que 0,7 kilooctets. Donc, c'est 5 à 10 fois moins lourd. Et ce qui est aussi important, c'est que si vous avez besoin d'afficher cette image en 1000 pixels, en vectoriel, vous n'aurez pas de pixelisation. Alors que sur un format matriciel, vous risquez d'avoir une image pixelisée. Alors, il existe des plateformes d'images, donc comme Cloudflare, Uploadcar, Cloudinary, etc., qui vous permettent en fait de faire tout ce que je vous ai expliqué automatiquement. C'est-à-dire, vous uploadez votre image sur une des plateformes, il va venir directement compresser votre image et le décliner en plusieurs formats pour vous. Donc, que ce soit mobile, tablette, desktop. Et il vous dessert une API pour récupérer les ressources. Également avec un CDN. Donc, le CDN, c'est de la mise en cache pour éviter de refaire un recalcul ou répondre plus rapidement, en tout cas, à l'image demandée par l'utilisateur. Une autre solution, qui n'est pas un hébergeur d'images, que nous utilisons à l'agence et que nous aimons beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un service SaaS, une entreprise française, qui travaille en fait sur l'optimisation des images. Vous intégrez le script sur votre site internet. Ce script est comme une balise d'image. Il va récupérer en fait le format attendu au pixel perfect, c'est-à-dire si vous avez besoin d'un contenu de 200 par 800 ou 200 par 200, il va envoyer l'information. TwitchPix va récupérer votre image sur votre hébergeur, que ce soit en local ou sur ceux d'avant, va venir optimiser votre image et rendre au format demandé. Tout le calcul se fait par le script et vous n'avez plus besoin de
d'essayer de définir quel est le matériel utilisé par votre utilisateur, ou essayer de deviner. Donc alors, que fait TuxPix? Pour reprendre, il analyse votre page web, le contexte utilisateur, donc votre navigateur, la largeur d'écran, la bande passante. Il récupère l'image, il la transforme, il la compresse, il la met en cache et il la livre à votre utilisateur. Un deuxième utilisateur avec, on va dire, par exemple, le même navigateur, la même largeur d'écran, il ne va pas essayer de récupérer l'image, ni la transformer, ni la compresser. Vu qu'il a mis en cache, il va vous répondre instantanément et va vous le livrer directement. Il y aura plus de calcul à faire. Voilà. Et je ne l'ai pas dit, pardon. TuxPix gère très bien, si vous voulez, le lazy loading. Donc, souvent, vous avez une image qui s'affiche en flouté. Et quand il a de la bande passante, il va venir télécharger votre image et le rendre en meilleure qualité. Donc, quels sont les bénéfices d'optimiser l'image? Donc, vous avez un site qui sera chargé plus rapidement. Vous améliorerez votre expérience utilisateur et vous limitez les ressources au serveur. Donc, déjà, si vous optimisez les images, le poids, votre stockage, en tout cas sur votre serveur, sera réduit. La bande passante également, et donc les coûts de maintenance sera aussi amoindris. Donc pour tester vos solutions, vous en avez plusieurs. EcoGrader, Website Carbon, ToolPingdom. Donc vous mettez votre site et il vous fait un retour, un audit. Vous avez aussi le plugin de GreenIT sur Chrome qui vous permet de diagnostiquer et vous dire qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Lightout, que je vous ai montré juste avant, sur un audit de notre site, qui va vous donner des résultats sur les performances de votre site, le SEO, l'accessibilité, les bonnes pratiques. Par contre, ce n'est pas parce que vous êtes à 100 que tout est parfait, hein, notamment sur l'accessibilité. Il va regarder surtout les tags, mais si jamais pour la navigation, c'est mieux de le tester manuellement. Il va juste regarder le code pour l'accessibilité. Donc, c'est pas parce que vous avez 100 en accessibilité que vous êtes parfait, quoi. Pour aller plus loin, donc je vous ai dit, j'aurais pu parler d'autres axes, mais si vous voulez aller plus loin, vous avez plusieurs sites internet intéressants pour aller chercher des informations. Donc, Sustainable Web Design et EcoConception et les designers éthiques qui ont un Slack. Ça parle énormément en amont. Donc, les designers, comment concevoir des projets plus écologiques. Bakefatrice, donc ça c'est un GitHub, mais il y a un livre de Frédéric Bordage avec les 115 bonnes pratiques de l'éco-conception. Le GreenIT qui est un blog qui parle d'éco-conception, également le Mighty Byte. Vous avez sur numérique.gouv, qui est vraiment très bien, des bonnes pratiques sur l'éco-conception, mais aussi sur le RSE en entreprise, comment améliorer en fait votre RSE, travailler plus de manière écologique dans votre entreprise. Plusieurs bonnes pratiques qui sont affichées. Et IDIT Europe, c'est l'Institut numérique de la transition écologique, qui a aussi beaucoup d'informations qui en fait, tout cela reprennent quasiment les mêmes idées, mais sous différents points de vue. Donc c'est vraiment intéressant d'aller voir. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai convaincu que l'éco-conception était utile et qu'on pouvait faire de l'éco-conception et avoir des sites performants. En tout cas, j'espère que vous y pencherez un peu sur la question. Voilà, merci.